colonel Moussa Tchegboro Kamara, ministre secrétaire d'État chargé de la lutte contre la drogue, du grand banditisme et des services spéciaux, son département n'avait aucune mission de maintien d'ordre. Et ces gendarmes portaient des bodys noirs. Avant d'être présent au stade du 28 septembre, il a presque passé la nuit du 27 à 28 septembre 2009 auprès du président Moussa Dadis Camara, dans sa résidence au camp Alpha Yaya Diallo, où il a reçu l'ordre de mater les manifestants. En sa présence, Monsieur le Président, Monsieur Sidya Touré fut appelé vers 1h du matin et plus, lui demandant d'annuler la manifestation. Très tôt le matin du 28 septembre, il a déployé ses hommes sur le terrain pour le soi-disant maintien d'ordre. Mission régalienne attribuée à la gendarmerie nationale et à la police. Colonel Tchegboro lui-même et ses gendarmes des services spéciaux se sont ralliés au stade avec plusieurs pick-up. Quelque temps après leur arrivée, Colonel Tchegboro engage une sorte de sensibilisation couronnée de menaces dans le sens de faire annuler le meeting. Et c'est ce qui nous faisait croire ici. Monsieur le Président, je suis venu sensibiliser, il ne faut pas tenir aujourd'hui, c'est un autre jour. On va jusqu'à dire c'est un jour décrété, férié, chômé, payé. Mais il avait d'autres intentions. Et il a exprimé, constatant qu'un groupe n'obtempérait pas ses ordres, il a ordonné à ses hommes d'agir. Ceux-ci lançaient sur eux des gaz lacrymogènes, tiraient à balles réelles, tuant 2 manifestants très tôt le matin. De là, le colonel Moussa Tchegboro Kamara se dirige vers les leaders politiques avec lesquels il n'y a pas eu d'entente. La situation devient compliquée pour le colonel Moussa Tchegboro Kamara lorsque les milliers de militants de l'opposition, civils non armés, ont pris d'assaut l'esplanade du stade du 28 septembre. Le grand portail du stade a été ouvert devant le colonel Tchegboro. Sous les applaudissements d'ailleurs de la foule, d'aucuns pensaient même que c'était le colonel Tchegboro qui a ordonné l'ouverture. D'autres ont pensé que celui qui détenait les clés était venu ouvrir. Et d'autres même disaient que la porte a été défoncée. Le colonel Moussa Tchegboro Kamara est aussi entré dans le stade avec 2 de ses subordonnés. Et ça, c'est extrêmement important de le marquer. Il s'agissait du colonel Blaise Goumou et son adjudant, un autre adjudant, le gendarme de services spéciaux. Donc, le colonel Tchegboro ne veut pas donner le nom ou son identité. Il le sait. Il était entouré de 2 personnes, dont le colonel Blaise Goumou. C'est avec eux qu'il est entré dans le stade. Les leaders dont le colonel Tchegboro parle d'être protégés par lui ont été victimes de graves blessures par les bérets rouges et les gendarmes de Tchegboro sur la pelouse, alors que ceux-ci étaient à la tribune officielle en train de faire leur discours en toute sécurité. Je le disais tantôt, que ces 2 brandissent l'expression « venir sauver les leaders ». Pendant que ces leaders étaient sur la tribune, en toute sécurité, en train de prononcer leur meeting, c'est en ce moment qu'ils viennent leur dire de descendre. Ils étaient venus effectivement pour les arrêter. C'était l'arrestation qui était programmée. Les envoyer au camp Alpha Yaya et les enfermer dans le conteneur
qui étaient déjà installés pour les besoins de la cause. Cela est indéniable, parce que d'autres ont été enfermés dans ce même conteneur. Et il n'y avait pas d'autre place pour les leaders, sauf là-bas. C'est des têtus. Quand ils vont goûter l'endroit, ils ne vont plus refaire. C'est lorsque les ordres de la hiérarchie militaire furent donnés que les gaz lacrymogènes ont été lancés dans la foule juste à l'arrivée de feu Jean-Marie Doré. Même les images l'ont confirmé. L'entrée des bérets rouges, c'est comme s'ils attendaient l'arrivée d'un autre leader qui n'est pas encore arrivé. Il faut l'attendre. Eux tous. Personne ne doit sortir là. C'est dans cette panique que les bérets rouges ont fait irruption dans le stade en tirant des rafales sur les manifestants civils sans armes. Colonel Tchegboro a été vu à plusieurs endroits en train d'insulter, de menacer des manifestants. Un témoin a même vu Colonel Tchegboro en train de tirer sur un enfant qui a trouvé la mort. Cela a été dit à la barre ici. Rien n'est inventé. Ici, ça a été dit. En présence et sous les ordres, les gendarmes de Tchegboro, commandant de colonel Tchegboro, procédèrent aux arrestations arbitraires, aux tortures avant d'être embarqués de force dans les pick-up des services spéciaux et conduits au camp militaire Alpha Yaya Diallo, siège des services spéciaux pour les enfermer dans un conteneur installé à ce niveau. Sur les agissements du colonel Tchegboro, il y a le témoignage concordant des victimes qui attestent ces agissements, notamment. Voilà. Je vais taire parce qu'il y en a qui ont déposé à l'anonymat ici, disons à huis clos. Voilà. Il y a un qui dit, Tchegboro parlait avec violence. Si vous entrez dans le stade, vous prendrez les conséquences. À l'esplanade, les gens de Tchegboro lançaient des gaz et tiraient sur 2 jeunes qui furent tués derrière nous. Il y a une autre, c'est une dame. Si vous manifestez, nous allons vous mater. Le terme mater revient. Cette fois dans la bouche du colonel Tchegboro. Donc, quand je disais quelque part que l'interview du commandant Toumba est réelle, et en disant qu'eux-mêmes le savent, c'est qu'ils sont là, ils ont dans leur conscience de ce qui s'est passé. Et c'est devant eux que le capitaine Dadis a donné l'ordre. Et il a effectivement utilisé le mot mater. C'est pourquoi et commandant Toumba et colonel Tchegboro utilisent le même mot en des milieux différents. Il y a une autre qui dit, colonel Tchegboro et ses hommes étaient sur l'esplanade. J'en passe. Donc, colonel Tchegboro, l'homme de la situation, l'homme qui devrait coordonner ces jours, tous ces événements, au stade et à l'alentour, tombe bel et bien dans le coup de la loi et il doit en subir les conséquences. 5. Marcel Guilabogui. Avec lui, je ne vais même pas tarder. Parce que pour lui, la situation est tellement claire. Il a comparu par 2 fois devant le tribunal criminel. Il nie d'abord en bloc pour la première fois d'être allé au stade du 28 septembre, le jour de la manifestation, au motif qu'il avait fait un accident, qu'il était malade, alité au camp Alpha Yaya,
Alors, Monsieur le Président, le jour de l'audience, quand capitaine Marcel répondait aux questions, moi je me disais, franchement, tout ce qu'on est en train de dire sur capitaine Marcel n'était pas vrai. C'était des contre-vérités. Et il y a même des questions, Monsieur le Président, qui venaient. Est-ce que quand tu étais alité, tu mangeais? Et il dit, je ne sais pas. Qui te donnait la nourriture? Je ne sais pas. Qui venait te rendre visite? Je ne sais pas. Mais Monsieur le Président, je me suis dit, cet accident avait effectivement dérangé le cerveau. Parce que capitaine Marcel ne se souvient même pas ou ne se rappelle même pas de ce qui lui est arrivé quand il était alité. Sincèrement, je me disais, laissons ce monsieur-là tranquille, lui n'était pas là-bas. Si capitaine Marcel se limitait là, sans revenir, malgré les charges qui lui ont été supportées par commandant Toumba et par colonel Tchegbo, sincèrement, s'il restait là, moi aujourd'hui, j'allais dire, laissez ce monsieur-là. Depuis qu'il a fait l'accident, alors il avait eu un traumatisme crânien, et il n'a rien compris jusqu'au moment où il a retrouvé sa santé. Mais Monsieur le Président, pris de panique, et la conscience est là. Il y a mon confrère qui est passé tout de suite, qui a parlé de conscience. J'aime bien ça. Il arrive que nous fassions quelque chose et qu'on renie ce qu'on a fait, mais à un certain moment donné, la conscience frappe plus que le fouet. La conscience dérange. Et c'est à ce niveau que les grands criminologues mettent main sur les criminels. Il vient une première fois chez vous, il vous salue, il regarde votre regard, il se retourne. Il revient une deuxième fois, cette fois-ci, ça devient dérangeant. Une troisième fois, les yeux qui étaient blancs commencent à être rouges. Et maintenant, vous n'êtes plus tranquille. Et on a compris dans le box des accusés que capitaine Marcel n'était plus tranquille. Il y a quelque chose qui manque. Il se couche, il se réveille la nuit dans un cauchemar indescriptible. Il était au stade. Il a tué, il a frappé, il a torturé, il a violé, il a fait tout. Mais aujourd'hui, il s'est dit, je n'ai rien fait. Mais ça ne va pas. Il faut se libérer. Il faut se libérer. Dis la vérité. Tant que tu ne dis pas la vérité, ce n'est pas bien. Je salue également, comme on le dit, les hommes de Dieu qui sont à la maison centrale, qui vous frappent le cerveau, qui travaillent sur votre cerveau, jusqu'à ce que vous reconnaissiez ce que vous avez fait. Et c'est là la libération, Monsieur le Président. Donc, chargé par le commandant Toumba et les leaders, il sollicita une deuxième comparution au cours de laquelle il avoua d'être au stade. En disant qu'il n'a rien fait de mal, encore il s'enfonce davantage. Toutefois, il est reconnu d'être parmi ceux qui ont tiré à bout portant, en rafale, et sur les manifestants au stade. Il est celui qui a assommé violemment sur la tête des leaders des coups. Il le reconnaît et il a pourchassé même les leaders jusque dans leur dernier retranchement. Quelqu'un qui va à l'hôpital et vous partez menacé de sauter l'hôpital ou la clinique au motif que ces personnes ne doivent pas entrer là. Il y a quoi à dire, ce qui se passe derrière. Monsieur le Président, je me rappelle bien, à cette deuxième comparution, j'ai constaté que vous n'êtes même pas fatigué de lui poser des questions.
Parce que quelqu'un qui dit des contre-vérités de cette nature, on n'a pas le temps à perdre avec lui. C'est cela la réalité. Pour ne pas donc prendre assez de temps sur Capitaine Marcel, j'adopte les brillantes plaidoiries de mes chers confrères qui m'ont précédé sur le cas de Marcel, du capitaine Marcel. Colonel Claude Pivy, en fuite. Celui-là qui était perdu ce jour des radars. Personne ne pouvait imaginer qu'il était là. Oui. Vous étiez même amené, j'espère bien que c'était le parquet, lorsque Colonel Pivy a dit qu'il était à Koya en train de traquer des bandits, etc. Personne ne pouvait imaginer, on était tous bouche bée. Parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait mettre à sa charge. Mais Monsieur le Président, il y a aussi des satellites professionnels. Il a fallu donc le professionnalisme des journalistes de France 24 pour le repérer et le voir donner des ordres à Bomboli, à ces hommes qui poignardaient et qui égorgeaient les jeunes de cette localité, sans compter les pillages des biens qu'il a organisés et dirigés dans les quartiers. Monsieur le Président, pour que les satellites de France 24 le repèrent, en tout cas, il y a un jeune qui a comparé ici. Quand ce jeune a dit, lorsqu'on m'a arrêté à Amdalay, on m'a mis dans un pick-up, on m'a envoyé à l'esplanade du 28 septembre, on m'a mis dans un pick-up où il y avait colonel Pivy. Il était dedans. Et on a dit, mais comment? Ces jours, il a fallu plusieurs interrogatoires. Lorsque monsieur le représentant du ministère public, je dis bien que j'aime beaucoup le mot, le représentant du ministère public s'est levé bonnement, très doucement, très calmement pour aller dans son bureau. Il est revenu avec un ordinateur, il a zoomé l'image et nous tous, Monsieur le Président, ces jours, chacun a observé un calme de cimetière. Un calme de cimetière. On l'a vu en chair et en os. Il était arrêté à côté de ce monsieur, de ce béret rouge de la garde présidentielle qui poignardait le jeune, qui le tirait à terre comme si on a tué un gibier, on ne peut pas l'emporter, il faut le tirer. Voilà, il faut le tirer à terre. C'est à partir du moment, alors la peur s'est installée. Et tout ce qui s'est passé maintenant jusqu'à ce jour, on le sait. Au départ, il était le premier à sortir. Maintenant, il a pris la fuite. Colonel Blaise Goumou, constamment à Kalea. Oui, pour aller instruire et former les nouvelles recrues. Ces hommes qui étaient préparés, comme l'ont dit mes prédécesseurs, préparés à l'avance pour faire du stade du 28 septembre un jour sanglant. Il fallait les préparer. N'ayant pas encore atteint le niveau de portée, les tenues et les armes, les fusils, ils ont été envoyés au camp, préparés, entraînés pour aller effectivement perpétrer ces crimes, ces massacres. Et je vais vous dire, Monsieur le Président, ce groupe et les bérets rouges, commandés par commandant Toumba, ont fait pire. C'est eux. Quand on parle de massacre,
des crimes crapuleux, des crimes odieux, inimaginables. On dirait qu'on était en présence des belligérants. Ce sont ces crimes qui ont été commis. Monsieur le Président, il était également, lui-même il ne le nie pas, il était le chef d'une unité de patrouille. D'ailleurs, il était entré au stade avec son supérieur hiérarchique qui est colonel Tchigourou. C'est ça la vérité. Elle est têtue. Quand elle est là, il faut la dire. Colonel Abdoulaye Chérif, je ne m'attarde même pas sur lui. L'homme qui viole le serment d'Hippocrate, même en présence des ennemis de guerre, on ne se comporte pas de la sorte. Le droit humanitaire est parti où? Avons-nous reçu cette formation contre nos compatriotes? Injure aux malades blessés, c'est vous. Chasse aux malades, c'est vous, colonel Diaby. Coup de pied aux malades, c'est vous, colonel Diaby. Il y a une dame qui dit, colonel Diaby nous a dit à Donka de quitter. Il n'y a pas de produit. Il a donné des coups de pied aux malades devant Dadis. Waouh. Même devant Dadis. Cette dame était là. Elle observait. Et vous avez vu donner des coups de pied aux malades. Elle ne peut pas s'hasarder à dire des contre-vérités sur vous. Elle n'en a pas d'intérêt. Si elle avait été bien traitée, je suis sûr qu'elle aurait témoigné de cela. C'est assez clair. À l'hôpital d'Onka, colonel Diaby était venu, dit une femme. Il nous a insultés et donné des coups de pied à certains blessés, couchés ou jetés. Il a craché sur les corps au camp Samori Touré. Il a participé à la dissémination des corps. Mon colonel, dans mes plaidoiries, je vous pose vraiment cette question. Avec votre permission, soyez gentils. Nous demandons où se trouvent les corps de nos victimes tuées au stade du 28 septembre et ses environs. Indiquez les lieux où ils ont été ensevelis, où ils ont été enfuis. On va les déterrer, faire le deuil dans nos familles. S'il vous plaît, colonel, les victimes pleurent. Les victimes continueront à pleurer. Les familles endeuillées continueront à vous demander. Nous souhaitons très humblement que cela soit fait. Quel que soit le temps, faites se repentir. Sergent Paul Guilavogui, je dirais avec toutes mes excuses, l'expert en torture, connu sous le nom de Sergent Paul. Tout le reste, et voilà tout ce que les victimes de torture ont retenu de vous. Sergent Paul, il est l'heure. Voilà, donnez le café. Et vous savez ce que vous devez faire. Et après le café, entassez-les. Vous êtes le premier. Celui qui est en haut reçoit des coups. Sergent Paul, ça c'est contre vos compatriotes que vous avez fait cela. Et ils n'ont rien fait du mal. Je suis sûr que vous avez participé à des guerres. C'est vrai. Je laisse le soin à mes brillants confrères qui ont largement parlé de vous. En 10e position, Ibrahima Kalonzo, Ibrahima Kamaradi Kalonzo. Il est dénoncé d'être à la tête d'une unité
qui étaient au stade du 28 septembre, ce jour de la manifestation. Ils tentent de se soustraire des poursuites en disant d'être en garde à vue, ce qui n'a jamais été prouvé. Ce jour, vous n'étiez plus en garde à vue. Et le témoin est venu ici, cité par vous-même. Ce témoin vient dire qu'il n'en sait rien. Pour lui, d'ailleurs, vous n'étiez plus là-bas. Et on va retenir quoi? Ce que vous avez dit, ou ceux-là qui notent dans le document, dans les archives. Vous étiez déjà sortis et vous étiez au stade. Un témoin vous a cité. C'est la contre-vérité. Un témoin ne vous a pas cité, il vous connaît. Il vous a cité d'être au stade et à la tête d'une unité. Tout ce qui s'est passé au stade, c'est vous. Vous n'étiez même pas appelé là-bas. Vous êtes parti faire quoi? Sauver, comme les autres. Rien. Je ne crois pas. Et à ce niveau également, j'adopte les brillantes plaidoiries de ma consoeur, Souadou Haribou. En dernière position, sur le président, je parle de Mamadou Aliou Keïta, que je qualifie l'homme de la vengeance. Mais sachez que ce n'est pas en se vengeant que vous allez avoir la main de sa sœur en mariage, de sa tante en mariage. Ce n'est pas ça. Il s'agit de la courtiser. C'est très important. Vous vous vengez sur elle au stade, au motif que c'est elle qui est la cause de l'échec de votre mariage. Ce n'est pas cela. Vous ne devriez pas faire ça. C'est votre compatriote. Et l'amour, ce n'est pas obligatoire. Les fiançailles ne rendent pas obligatoire le mariage. C'est ça la vérité. C'est le droit qui le dit. Monsieur le Président, je parle d'un cas particulier. Ce cas particulier, Monsieur le Président, il s'agit du cas de viol. Le viol qui attire franchement mon attention. En pays de guerre, Monsieur le Président, le viol est utilisé comme une arme redoutable. Oui, une arme redoutable, compte tenu de ses conséquences dévastatrices. Monsieur le Président, le viol dévaste plus qu'un obus qu'on a lancé. C'est plus que ça. Monsieur le Président, elle détruit la dignité et l'honneur de la femme. La valeur de la femme, c'est ça. Merci. La valeur de la femme, c'est cela, Monsieur le Président. Excusez-moi. La valeur de la femme, Monsieur le Président, c'est son honneur et sa dignité. Le corps d'une personne appartient à cette personne. Le viol sépare les foyers. Vous voyez jusqu'où vont les conséquences du viol? Le viol sépare la mère de ses enfants. Si vous entendez ici, Monsieur le Président, que dans les pays de guerre, avec le viol, la famille est disloquée, c'est ça la cause. Le viol détruit la vie biologique de la femme. Monsieur le Président, une personne viole. Une deuxième personne viole la même femme. Une troisième personne viole la même femme. Une quatrième personne. Monsieur le Président,
c'est hors de commun. C'est inimaginable. Cette femme, elle va beau suivre les soins et ne va plus retrouver sa vie biologique normale. C'est extrêmement important, Monsieur le Président. Sans compter, Monsieur le Président, les grossesses non désireuses et les maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH-Sida. Monsieur le Président, alors, ça c'est un pays de guerre. Transposons donc ce système de viol en République de Guinée. Là où il n'y a ni violence, vous n'avez pas de belligérants. Vous avez affaire aux civils non armés. Les civils qui viennent tout simplement écouter le meeting et se retourner à la maison. Surpris dans leurs mouvements. Et qu'on pratique le même système. C'est inhumain. C'est vraiment inhumain. C'est incroyable. C'est inadmissible. Et Monsieur le Président, si cela reste impuni, croyez-moi, la même chose se répétera autant de fois. Vous voyez, Monsieur le Président, les atrocités de l'être humain, en particulier ce cas qui nous retient. Je ne m'en reviens pas. Et tout ça, pourquoi? Tout ça, pour qui? Et au bénéfice de qui? C'est au bénéfice de celui qui a ordonné, qui a donné des ordres à ses subordonnés d'aller agir. C'est à ses bénéfices. Parce que comme il le pensait à un moment donné, il faut réduire au silence désormais l'opposition. Personne ne parle là du pouvoir. Ce pays vient de loin. On continue encore à subir. On compte sur vous, Monsieur le Président. Toutes ces infractions, comme l'ont dit mes prédécesseurs, tombent sous le coup de crimes contre l'humanité tels que prévus par les articles 7 et 28 du statut de Rome. Je n'entrerai pas dans les détails, mes confrères en ont largement et brillamment parlé. Je termine par les préjudices causés à nos concitoyens. Ces préjudices sont énormes, Monsieur le Président, et variés. Et les séquelles, pour certaines victimes, Monsieur le Président, seront à vie. Oui, les séquelles seront à vie. Et d'autres vont perdurer avant d'être cicatrisées. Quand on prend par exemple les paralysies, il y en a ici dont les membres sont paralysés, qui ne peuvent plus les faire mouvoir. Je vois un jeune universitaire terminer ses études. Il écrit avec la main droite. Son doigt avec lequel il doit tenir le stylo, et il avait l'habitude de tenir le stylo, est complètement déformé. Cette déformation, depuis combien d'années? 14 ans plus. Il vit avec cette paralysie. Je vois d'autres qui sont là, qui ne marchent plus correctement, qui ont besoin de soins. Jusqu'à ces jours, ceux-ci restent sans soins. Nous avons les infections, les disparitions forcées.
qu'on me dise que ceux-là dont les parents ont disparu vont être heureux durant toute leur vie. Jamais. Ils n'ont jamais fait de deuil. Ils ne seront jamais contents de ce qui s'est passé. Même s'ils sont indemnisés aujourd'hui, Monsieur le Président, ça ne répare pas le préjudice. Jamais. Nous avons les membres qui sont décédés, les membres de famille qui sont décédés. Qu'on nous dise que ces familles connaîtront un lendemain heureux. Non, je ne crois pas. Parce que ces personnes qui ont été tuées ne reviendront plus. Pour tous ces préjudices, Monsieur le Président, les victimes sollicitent qu'il vous plaise de condamner les accusés au paiement des sommes déjà demandées dans les plaidoiries de Maître D.S.Ba. Connaissant l'état des accusés, Monsieur le Président, qu'il plaise au tribunal d'engager l'État de garantir le paiement de ces sommes. Pour plusieurs raisons, Monsieur le Président, et c'est extrêmement important. Oui, aucun d'eux ne peut payer de milliards là où ils sont. Et pourquoi l'État doit garantir? Ça, c'est extrêmement important. De l'autre côté, vous rigolez, nous sommes au sérieux. Mais c'est normal. C'est normal. L'obligation de l'État est celle de protéger la population de graves violations des droits de l'homme. Cette obligation découle de plusieurs instruments internationaux ratifiés par la République de Guinée. Convention contre la torture, Convention contre les violences, etc., etc. Les forces de sécurité ont montré qu'elles étaient incapables de protéger la population. Pourtant, ces forces de sécurité viennent du rang des civils. Et leur objectif est de protéger ces mêmes civils. Ils ne l'ont pas fait. Ces forces de sécurité se sont comportées en autres. Il y a aussi que toutes ces personnes sont des préposés de l'État guinéen qui étaient aux affaires. Ces personnes-là étaient aux affaires. C'est eux qui détenaient le pouvoir. Ils étaient dotés de l'uniforme de l'armée guinéenne, des armes et des munitions de l'État guinéen, des engins roulants, et étaient logés dans les immeubles de l'État guinéen. Ils étaient payés par l'argent du contribuable guinéen. Ce sont donc des préposés. On n'y peut rien si l'État ne garantit pas. Monsieur le Président, lorsque vous le faites, vous allez rendre un bon droit et vous allez rendre justice à toutes ces victimes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Maître Mamadou Tafsir Bari.